Je suis rentré, pour Noël d'une mission médicale et j'ai demandé à ma fille, est-ce que les 2000 $ que j'envoyais chaque mois étaient suffisants? Elle a paru perplexe. Quel argent? Mes parents ont pâli. Ma sœur a changé de sujet. Je n'ai pas crié. J'ai fait ceci. On frappa à la porte. Je m'appelle Cassandra. J'ai 32 ans et je suis médecin de combat dans l'armée. Après 9 mois exténuants de déploiement à l'étranger, tout ce que je voulais, c'était serrer ma fille de 14 ans, Emma, dans mes bras. J'avais envoyé 2000 $ chaque mois à mes parents, qui s'occupaient d'elle. La joie de nos retrouvailles s'est vite transformée en confusion, quand j'ai nonchalamment demandé si l'argent avait été suffisant. Emma m'a regardé, l'air vide, et a dit, « Quel argent ?» Mes parents sont devenus blêmes. Ma sœur, Amanda, a soudainement changé de sujet. J'ai senti mon cœur tomber dans mon estomac. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous voulez découvrir ce qui s'est passé, quand j'ai découvert que les 18 000 $ destinés à ma fille avaient disparu. Je n'avais jamais prévu d'être une mère célibataire avec une carrière militaire. La vie a une façon de remodeler vos projets, quand vous vous y attendez le moins. Il y a 5 ans, mon mari Daniel est mort dans un accident de voiture, me laissant seul avec notre fille de 9 ans, Emma. Nous étions des amours de lycée, nous nous étions mariés jeunes, et nous avions eu Emma quand j'avais 18 ans. Sa mort a brisé notre monde, mais je devais trouver un moyen d'avancer pour Emma. L'armée avait toujours été mon plan de secours. Mon père avait servi, et bien que notre relation fût compliquée, je respectais son service. Avec la disparition de Daniel, la stabilité des soins de santé et des avantages éducatifs de l'armée est devenue de plus en plus attrayante. Je me suis engagé comme médecin de combat, combinant ma passion pour les soins de santé avec le service. Le salaire était correct, et la structure nous a apporté, à Emma et à moi, quelque chose dont nous avions désespérément besoin après avoir perdu Daniel, de la prévisibilité. Pendant 3 ans, j'ai réussi à éviter un déploiement à l'étranger. Mon commandant d'unité comprenait ma situation et m'a gardé sur le territoire national. Emma et moi avons trouvé notre rythme. Nous vivions près de la base, dans un petit appartement. Elle s'est fait des amis à l'école, a rejoint l'équipe de football, et lentement, son sourire est revenu. Chaque soir, je l'aidais avec ses devoirs, et les week-ends, nous faisions des marathons de films ou des randonnées. Nous guérissions, ensemble. Puis sont arrivés les ordres que j'avais tant redoutés. Mon unité médicale était déployée dans une zone de conflit pour 9 mois. Mon estomac s'est noué quand j'ai reçu la notification. Emma avait maintenant 13 ans, elle devenait une personne à part entière, naviguant dans les complexités de l'adolescence. C'était exactement le moment où elle avait le plus besoin de sa mère. Mes parents vivaient dans notre ville natale, à environ 2 heures de la base. Ils avaient pris une retraite anticipée, après que mon père a vendu sa florissante entreprise de construction. Leur relation avec Emma avait toujours été aimante mais distante, faite de visites pour les vacances et de week-ends occasionnels. Ma mère adorait Emma, mais elle avait du mal avec l'énergie qu'une jeune adolescente demandait. Mon père était doux avec elle, d'une manière qu'il ne l'avait jamais été avec moi. Ma sœur cadette, Amanda, vivait près d'eux avec son mari. Ils n'avaient pas encore d'enfants, bien qu'ils aient essayé. Amanda avait toujours été envieuse de ma relation avec nos parents, croyant qu'ils me favorisaient malgré les preuves du contraire. Nous étions cordiales, mais pas proches. Avec des options limitées, j'ai approché mes parents pour leur demander de s'occuper d'Emma pendant mon déploiement. Ils ont accepté immédiatement, semblant sincèrement heureux d'aider. Nous avons discuté de chaque détail de sa prise en charge, son emploi du temps scolaire, ses activités extrascolaires, ses préférences alimentaires, son cercle d'amis et ses besoins émotionnels. Les arrangements financiers étaient explicites. Je virais 2000 $ par mois sur leur compte, spécifiquement pour Emma. Cela couvrirait sa nourriture, ses vêtements, ses fournitures scolaires, ses activités, ses transports, ses loisirs, et permettrait même de mettre un peu d'argent de côté pour son avenir. Le montant était généreux, près de la moitié de ma solde de déploiement, mais Emma méritait chaque centime. Mes parents ont insisté sur le fait que c'était trop, mais je voulais qu'Emma maintienne sa qualité de vie, et peut-être profite de quelques extras pour compenser mon absence. J'ai mis en place les virements automatiques via mon compte bancaire militaire. Le premier paiement arriverait le lendemain de l'emménagement d'Emma, et continuerait le premier de chaque mois par la suite. J'ai montré à mes parents la confirmation de la mise en place, et ils ont validé l'arrangement.
La semaine avant le déploiement fut un tourbillon de préparatifs. Emma et moi avons emballé ses affaires, visité sa nouvelle école, et installé sa chambre chez mes parents. Je lui ai acheté un journal spécial où elle pourrait m'écrire des lettres, quand les appels vidéo ne seraient pas possibles. Nous avons établi un calendrier de communication, en tenant compte du décalage horaire de 13 heures et des restrictions de sécurité. La nuit avant mon départ, Emma s'est glissée dans mon lit, comme elle le faisait après la mort de Daniel. « Seras-tu en sécurité, maman ?» a-t-elle murmuré. Je ne pouvais pas promettre une sécurité absolue, mais j'ai promis d'être prudente, de penser à elle à chaque décision, et de rentrer à la maison. 9 mois passeront vite, ai-je dit, sans y croire moi-même, et j'appellerai dès que je le pourrai. Laisser Emma chez mes parents le lendemain matin fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Elle a essayé d'être courageuse, mais au moment où je suis monté dans le taxi, elle s'est effondrée. Elle a couru après la voiture, en sanglotant. Mon père a dû la retenir. Alors que je la regardais par la lunette arrière, mes propres larmes coulant à flots, l'image de son visage rouge et de ses bras tendus m'a hanté tout au long de mon déploiement. Le vol de retour semblait interminable. Après 9 mois dans un hôpital de campagne poussiéreux à soigner des blessures que je n'oublierai jamais, le sol américain ressemblait au paradis. J'avais réussi à organiser mon retour 3 jours avant Noël, voulant faire la surprise à Emma plutôt que de lui dire ma date d'arrivée exacte. Si quelque chose retardait mon voyage, je ne supporterais pas de la décevoir 2 fois. Ma sœur Amanda est venue me chercher à l'aéroport. Elle semblait tendue, mais j'ai attribué cela au stress des fêtes. Sur le trajet vers la maison de mes parents, elle m'a mise au courant des nouvelles de la famille, en évitant soigneusement de mentionner Emma de manière spécifique, sauf pour dire « elle a tellement grandi ». Tu vas être choqué. Les retrouvailles avec Emma furent tout ce dont j'avais rêvé pendant les nuits solitaires en déploiement. Quand j'ai franchi la porte, elle était en train de décorer des biscuits de Noël dans la cuisine. Elle a laissé tomber la poche à douille et s'est jetée dans mes bras avec une telle force que nous avons failli tomber toutes les deux. Je l'ai serrée fort, remarquant immédiatement qu'elle était plus grande, son visage plus défini, moins enfantin. « Tu es vraiment là ?» n'arrêtait-elle pas de dire, en touchant mon visage comme pour confirmer que j'étais réel. « Tu m'as tellement manqué, maman. » Mes parents rôdaient à proximité, leurs expressions étant un mélange de joie et de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Mon père m'a maladroitement serré dans ses bras, tandis que ma mère s'agitait à propos de ma perte de poids et de mon air épuisé. La maison était magnifiquement décorée pour Noël, avec un arbre immense et des décorations élaborées que je ne reconnaissais pas des années précédentes. Cette première soirée fut un tourbillon d'émotions. Nous avons dîné ensemble, Emma assise si près de moi que manger était un défi. Elle touchait à peine à sa nourriture, trop occupée à me parler de l'école, de ses amis, et des livres qu'elle avait lus. J'ai remarqué qu'elle portait un jean légèrement trop court et un pull aux coudes usés, mais j'ai supposé que c'était juste ses vêtements de confort préférés. Quand Emma a mentionné avoir eu du mal à terminer un projet de science parce qu'elle ne pouvait pas se payer le matériel, une petite sonnette d'alarme a retenti dans mon esprit. Ma mère est rapidement intervenue en disant qu'ils avaient finalement trouvé une solution. Mon père a changé de sujet pour parler de mes expériences à l'étranger, en évitant soigneusement toute mention des finances. Alors qu'Emma me montrait ma chambre, j'ai remarqué les nouveaux meubles de mes parents dans toute la maison. L'ensemble du salon était clairement récent, un style que ma mère avait montré dans des magazines pendant des années. Le bureau de mon père contenait une nouvelle installation informatique qui semblait chère. Dans l'allée se trouvait un SUV de modèle récent que je ne reconnaissais pas, et Amanda a expliqué que c'était le nouveau jouet de papa. Emma semblait en bonne santé et heureuse dans l'ensemble, mais de petits détails me troublaient. Son téléphone était le même modèle qu'elle avait quand je suis parti, maintenant avec un écran sévèrement fissuré. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne l'avait pas remplacé, elle a haussé les épaules et a dit qu'il fonctionnait encore bien. Elle a mentionné faire du babysitting pour les voisins et aider dans un café local les week-ends pour gagner de l'argent de poche, ce qui semblait inutile compte tenu des fonds que j'envoyais. Cette nuit-là, après qu'Emma s'est endormie dans mon lit, ne voulant pas me laisser hors de sa vue, j'ai vérifié mon application bancaire. Chaque virement avait été effectué exactement comme prévu. 9 paiements de $2000 chacun, totalisant $18 000. L'argent avait définitivement atteint le compte de mes parents. J'ai envisagé de leur demander directement, mais j'ai décidé d'attendre. Peut-être y avait-il une explication simple. Peut-être qu'ils économisaient l'argent pour les études supérieures d'Emma, comme une surprise. Peut-être que j'étais paranoïaque après des mois dans une zone de combat, où la confiance pouvait être un handicap. Le lendemain matin,
Je me suis réveillé et j'ai découvert qu'Emma m'avait préparé le petit déjeuner, même si ce n'était que du pain grillé et des fruits. Mamie dit que nous devons aller faire les courses aujourd'hui, a-t-elle expliqué. Nous n'avons pas beaucoup de nourriture en ce moment. Ma sœur Amanda est arrivée en milieu de matinée avec son mari, apportant des cadeaux de Noël et encore plus de questions dans mon esprit. Elle avait un nouveau bracelet de tennis en diamant qu'elle n'arrêtait pas de toucher, expliquant que c'était un cadeau de Noël anticipé. Quand Emma l'a admiré, Amanda a promis de l'emmener faire du shopping, quand on pourra se le permettre, en jetant un regard rapide à mes parents que je n'ai pas su interpréter. Tout au long de la journée, j'ai remarqué d'autres incohérences. Emma avait dépassé la plupart de ses vêtements, mais avait peu de nouveaux articles. Ses bottes d'hiver avaient été rafistolées avec du ruban adhésif. Son sac à dos d'école tombait littéralement en morceaux aux coutures. Rien de tout cela ne correspondait à l'allocation généreuse que j'avais fournie. Le deuxième jour de mon retour, les incohérences ne pouvaient plus être ignorées. En aidant Emma à organiser sa chambre, j'ai mentionné nonchalamment l'allocation mensuelle. J'espère que l'argent que j'ai envoyé était suffisant pour tout ce dont tu avais besoin, ai-je dit, en pliant une pile de t-shirts qui semblaient tous avoir au moins 1 an. Emma a arrêté de ranger des livres sur son étagère et s'est tournée vers moi, avec une confusion sincère. Quel argent ? La question m'a frappé comme un coup physique. J'ai gardé ma voix soigneusement neutre. Les $2000 que j'ai envoyés chaque mois pour tes dépenses. Les sourcils d'Emma se sont levés. Tu as envoyé de l'argent ? Papy et mamie ont dit que tu ne pouvais rien envoyer à cause de tes dépenses de déploiement. Ils ont dit qu'on devait faire attention aux dépenses parce qu'ils payaient pour tout. À ce moment-là, mes parents sont apparus à l'embrasure de la porte. Ils devaient avoir écouté. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur, et mon père est soudainement devenu très intéressé par une tache sur le tapis. Ma sœur, qui passait par là avec un panier à linge, s'est arrêtée brusquement. Et, qui veut du chocolat chaud ? J'en prépare avec ces guimauves à la menthe poivrée qu'Emma adore. La tentative transparente de changer de sujet a confirmé mes soupçons grandissants. Quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai souri à Emma, ne voulant pas l'alarmer. Ça a l'air sympa. On descend dans 1 minute. Une fois que les autres sont partis, j'ai fermé la porte de la chambre et me suis assise à côté d'Emma sur son lit. Chérie, j'ai besoin que tu me dises exactement ce qui s'est passé avec l'argent pendant mon absence. L'histoire qu'Emma a racontée m'a brisé le cœur, morceau par morceau. Mes parents lui avaient dit depuis le début que je ne pouvais pas envoyer d'argent en raison de complications liées au déploiement. Ils lui fournissaient les produits de première nécessité, mais se plaignaient fréquemment du fardeau financier que représentait son entretien. Emma avait commencé à travailler les week-ends dans un café local à 14 ans, utilisant ses revenus pour ses fournitures scolaires, les frais d'activité, et parfois de nouveaux vêtements. Je ne voulais rien te demander, expliqua Emma, les larmes aux yeux. Tu faisais quelque chose de si important, et mamie a dit que tu étais déjà stressé par l'argent. J'ai vendu mon iPad pour payer le voyage scolaire de sciences, et quand l'équipe de foot a eu besoin de nouveaux frais d'uniforme, j'ai juste arrêté, parce que je savais que mamie et papy ne pouvaient pas se le permettre. Je les serrais dans mes bras, mon esprit tourbillonnant de calculs. $18 000 auraient couvert tous ses besoins, bien des fois. Les nouveaux meubles, la voiture de mon père, le bracelet de ma sœur, et d'innombrables autres améliorations dans la maison prenaient soudain un sens écœurant. Est-ce que mamie et papy t'ont déjà donné de l'argent de poche ? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Emma secoua la tête. Ils m'ont donné $10 pour mon anniversaire. Mamie a dit que les temps étaient durs. Ce soir-là, pendant qu'Emma prenait sa douche, j'ai discrètement examiné le bureau de mes parents. Dans un tiroir, j'ai trouvé des brochures pour une croisière dans les Caraïbes prévue pour février. La confirmation de réservation indiquait une suite coûtant plus de $5 000. Dans un autre dossier se trouvaient des reçus pour des bijoux, des appareils électroniques et des vêtements, qui totalisaient des milliers de dollars supplémentaires. Quand j'ai vérifié le portail de l'école d'Emma en utilisant ces informations de connexion, j'ai vu que ses notes avaient considérablement baissé. Les commentaires des enseignants notaient des retards accrus et des devoirs incomplets. Un enseignant avait écrit « Emma semble fatiguée en classe ». Elle a mentionné que travailler les week-ends interférait avec ses devoirs. La réalité devenait indéniable. Mes parents avaient systématiquement détourné les fonds destinés à l'entretien d'Emma pour financer leurs propres améliorations de style de vie. Ma fille avait travaillé tout en allant à l'école à plein temps, vendant ses biens et se passant du nécessaire, malgré mon soutien financier explicite.
Quand Emma a mentionné avoir manqué un rendez-vous chez le dentiste parce que l'assurance était compliquée, j'ai failli perdre mon sang-froid. J'avais fourni une documentation complète de sa couverture d'assurance pour dépendants militaires, qui ne nécessitait aucun paiement pour les soins de routine. Plus tard dans la nuit, j'ai coincé ma sœur dans la cuisine après que tout le monde soit allé se coucher. Savais-tu qu'il prenait l'argent d'Emma, ai-je demandé directement. Amanda a tripoté son bracelet. Je ne connaissais pas toute l'histoire, a-t-elle esquivé. Maman et papa ont mentionné que tu avais envoyé un peu d'argent pour les urgences, mais ils ont dit que ce n'était pas grand-chose. Ils se plaignaient beaucoup des dépenses. Ils recevaient 2000 $ chaque mois, spécifiquement pour Emma, ai-je déclaré sèchement. Amanda a eu la décence de paraître choquée par le montant, bien que je doute que sa surprise soit sincère. Eh bien, la garde d'enfants coûte cher, a-t-elle finalement dit. Ils méritent quelque chose pour l'avoir accueillie. L'avoir accueillie? C'est leur petite fille, pas un chien errant, ai-je répondu, luttant pour garder ma voix basse. Et je les aurais volontiers payés séparément pour leur temps, s'ils l'avaient demandé. Cet argent était explicitement pour les besoins d'Emma. Amanda a haussé les épaules, mal à l'aise. Tu devrais leur parler, pas à moi. Je suis sûr qu'ils avaient leur raison. Alors que je restais éveillé cette nuit-là, avec Emma dormant profondément à côté de moi, j'ai formulé un plan. La trahison était profonde, mais une confrontation impulsive ne ferait que créer plus de traumatisme pour Emma, pendant ce qui devrait être des retrouvailles heureuses. Noël était dans 2 jours. La famille élargie allait arriver. Je devais être stratégique, pas émotive. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai conduit jusqu'à un café voisin avec une connexion Wi-Fi gratuite. Emma dormait encore, épuisée par l'excitation émotionnelle de mon retour. J'avais besoin d'intimité pour la suite. D'abord, j'ai téléchargé mes relevés bancaires complets des 9 derniers mois, documentant chaque virement de 2000 $ avec les dates, les numéros de confirmation et les détails des comptes. La trace écrite était sans ambiguïté. Ensuite, j'ai appelé le bureau d'assistance juridique de mon unité. En tant que militaire en service actif, j'avais accès à des conseils juridiques gratuits. J'ai expliqué la situation sans émotion, en me concentrant sur les faits. L'avocat de service m'a informé que ce que mes parents avaient fait pouvait potentiellement être qualifié d'exploitation financière, surtout étant donné que les fonds étaient désignés pour les soins d'une mineure. Il a promis de m'envoyer par courriel la documentation pertinente et m'a proposé de me mettre en contact avec des ressources locales. Quand je suis rentré à la maison, ma mère préparait le petit déjeuner, agissant comme si de rien n'était. Nous allons au centre commercial plus tard pour finir les achats de Noël, a-t-elle annoncé. As-tu besoin de quelque chose? En fait, j'aimerais emmener Emma acheter des vêtements, ai-je répondu. J'ai remarqué qu'elle a dépassé la plupart de ce qu'elle a, le sourire de ma mère a vacillé. Nous lui avons acheté quelques trucs il y a quelques mois. Les enfants grandissent si vite à cet âge. Je vois ça, ai-je dit agréablement. Elle aurait aussi besoin de nouvelles bottes d'hiver. La réparation au ruban adhésif est créative, mais pas très chaude. Ma mère s'est affairée avec la pâte à crêpes. Les temps ont été durs, tu sais. Les coûts des médicaments de ton père ont augmenté. C'était nouveau pour moi. Quels médicaments? Papa va bien? Oh, juste pour la tension artérielle. Rien de grave. Elle a fait un geste de la main dédaigneux, puis a ajouté, mais l'assurance ne couvre qu'une partie. Mon père avait une excellente couverture santé de retraite, qui, je le savais, incluait les médicaments sur ordonnance. Un autre mensonge. Pendant qu'Emma et moi nous préparions à partir, j'ai entendu mes parents se disputer dans leur chambre. Elle sait quelque chose, a sifflé ma mère. Tu dois t'en tenir à l'histoire des frais médicaux. Et la voiture, a répondu mon père. On ne peut pas vraiment la cacher. Dis que c'était une bonne affaire que tu ne pouvais pas laisser passer. Utilise l'excuse de ton compte de retraite. Et les brochures de croisière dans le bureau. La voix de ma sœur a rejoint la conversation. Je t'avais dit de les cacher. Garder les choses normales jusqu'à Noël. Elle retournera à la base bientôt de toute façon. Leur supposition désinvolte que je retournerai simplement à mon poste sans aborder la situation m'a mise en fureur, mais j'ai gardé mon calme. Il s'agissait de rassembler des preuves, maintenant. Au centre commercial, Emma et moi avons une autre première conversation vraiment privée. Pendant le déjeuner au restaurant, je lui ai posé plus de questions sur les 9 derniers mois.
Chaque nouveau détail renforçait ma résolution. J'ai travaillé tous les samedis et dimanches matins au Café Luna, a-t-elle expliqué. La propriétaire, Madame Garcia, m'a donné des services supplémentaires pendant les vacances scolaires. C'est comme ça que j'ai acheté mes cadeaux de Noël cette année. Est-ce que mamie et papy savaient que tu travaillais autant? Emma a hoché la tête. Il me conduisait parfois, mais généralement, je prenais mon vélo. C'est à environ 3 kilomètres de la maison. En hiver, ai-je demandé, me souvenant du climat local rigoureux. Ce n'était pas si terrible, a-t-elle haussé les épaules. Je portais beaucoup de couches de vêtements. J'ai appris qu'Emma avait vendu non seulement son iPad, mais aussi la collection de romans fantastiques que je lui avais offerte au fil des ans, ses écouteurs sans fil, et même le médaillon en argent contenant une photo de son père et moi. Monsieur Winters, au prêteur sur gage, m'a donné 50 $ pour le médaillon, a-t-elle dit, les yeux baissés. J'en avais besoin pour la calculatrice graphique pour le cours de maths. Mamie a dit qu'elles étaient trop chères et que je devais en emprunter une, mais personne ne voulait prêter la sienne pour tout le semestre. Chaque révélation était une nouvelle blessure, mais j'ai maintenu une attitude de soutien. Tu as fait ce que tu pensais être juste, Emma. Je suis fier de ta débrouillardise, mais j'aurais aimé que tu n'aies pas eu à travailler si dur, ou à vendre tes biens précieux. Cet après-midi-là, j'ai insisté pour conduire Emma chez son amie Lily, ce qui m'a donné l'occasion de parler avec la mère de Lily, Kate. Nous étions amis avant mon déploiement, et je faisais confiance à son point de vue. Kate a confirmé mes craintes. Nous étions tous inquiets pour Emma, a-t-elle admis après qu'Emma soit montée à l'étage. Elle ne se joignait jamais aux filles pour les activités du week-end à cause du travail. Elle portait les mêmes quelques tenues à répétition. À la soirée pyjama d'anniversaire de Lily, elle n'a pas apporté de cadeau et était si gênée que nous avons prétendu qu'il s'était perdu. A-t-elle déjà mentionné des problèmes d'argent? Ai-je demandé. Elle a dit que ses grands-parents avaient un revenu fixe et ne pouvaient pas se permettre d'extra. Nous avons proposé de payer sa part plusieurs fois, mais elle a refusé. C'est une fille si fière. Kate a hésité. J'espère que ça ne te dérange pas, mais je lui ai acheté un nouveau jean et je le lui ai donné comme un cadeau surprise. Ses pantalons étaient trop courts de plusieurs centimètres au printemps. J'ai remercié Kate pour sa gentillesse et lui ai demandé si elle serait prête à fournir une déclaration écrite sur ses observations, si nécessaire. Elle a accepté sans hésiter. Pendant qu'Emma rendait visite à Lily, j'ai conduit jusqu'à son école. Le bâtiment était fermé pour les vacances d'hiver, mais j'avais pris rendez-vous avec sa conseillère d'orientation, Madame Reynolds, qui avait accepté de me rencontrer brièvement. L'évaluation de Madame Reynolds était tout aussi troublante. Les résultats scolaires d'Emma ont chuté de manière notable vers le mois de mars. Elle est passée d'une élève excellente à des notes majoritairement moyennes. Son professeur de mathématiques a signalé qu'elle s'endormait souvent en classe. Quand nous en avons discuté, Emma a attribué cela au fait de travailler les week-ends, en commençant à 5h30 du matin. Quelqu'un n'a-t-il contacté mes parents à ce sujet, ai-je demandé. Plusieurs fois. Ils nous ont assuré que c'était temporaire et qu'Emma s'adaptait simplement à votre absence. Quand nous avons suggéré de réduire ses heures de travail, ils ont dit que c'était le choix d'Emma et que cela forgeait le caractère. Madame Reynolds avait l'air troublée. Nous étions préoccupés, mais sans preuve de négligence, nos options étaient limitées. Je l'ai remercié de m'avoir rencontré pendant les vacances et j'ai demandé si l'école avait une documentation de ces conversations. Elle m'a assuré qu'il tenait des registres détaillés de toutes les communications avec les parents. Le soir, quand nous sommes retournés chez mes parents, j'avais rassemblé des preuves substantielles. J'avais des photos des vêtements inadéquats et des chaussures usées d'Emma, le témoignage de la mère de son amie, la documentation scolaire sur son déclin académique, une attestation de son employeur, et les relevés bancaires prouvant les transferts d'argent. J'avais aussi le journal d'Emma, qu'elle m'avait volontairement partagé. Ces entrées documentaient de nombreux cas où on lui avait dit qu'il ne pouvait pas se permettre des articles de base dont elle avait besoin, les plaintes fréquentes de ses grands-parents sur le fardeau financier, et sa propre culpabilité d'être chère à entretenir. Une entrée particulièrement déchirante disait « J'ai appelé maman aujourd'hui, mais je n'ai pas pu lui parler du besoin d'argent pour la sortie scolaire. » Elle avait l'air si fatiguée sur l'appel vidéo, et mamie a dit que maman avait du mal à payer sa propre nourriture en déploiement. Je dirai simplement à mon professeur que je suis malade ce jour-là. Cette nuit-là, j'ai aidé Emma à emballer les cadeaux de Noël pour la famille. Elle avait dépensé ses revenus du café pour des cadeaux attentionnés mais peu coûteux, des biscuits faits maison pour les parents,
une tasse à café pour mon père, une écharpe pour ma mère, et un cadre photo pour moi. Pendant ce temps, j'avais remarqué des sacs de shopping de détaillants de luxe cachés dans le placard de mes parents, alors que je cherchais du papier cadeau. Le contraste n'aurait pas pu être plus frappant. Pendant que ma fille travaillait les week-ends et vendait des biens précieux pour s'offrir un cadre photo à 10 $, mes parents avaient détourné des milliers de dollars destinés à ces soins pour financer des produits de luxe pour eux-mêmes. Le réveillon de Noël était demain. La famille élargie se rassemblerait, et je serais prête. Le matin du réveillon de Noël s'est levé, clair et froid. J'avais à peine dormi, mon esprit passant en revue diverses approches pour la confrontation à venir. Emma a senti ma distraction, mais l'a attribuée à la réadaptation après le déploiement. En réalité, j'exécutais un plan mûrement réfléchi. La première étape était la protection financière. Pendant qu'Emma aidait ma mère à préparer le petit déjeuner, je me suis rendu à l'agence locale de ma banque. Par précaution, j'avais déjà gelé les virements automatiques de mon compte de déploiement. Maintenant, j'ai ouvert un nouveau compte courant avec Emma comme co-titulaire, en transférant des fonds de mon épargne pour couvrir ses besoins immédiats. La banquière, une ancienne combattante elle-même, a accéléré le processus quand j'ai expliqué que je venais de rentrer de déploiement. Ensuite, j'ai appelé la lieutenant-colonel Richard, mon ancienne commandante et une mentor de confiance. Maintenant à la retraite et avocate en droit de la famille, elle m'avait offert des conseils dans des situations difficiles par le passé. Quand j'ai expliqué les circonstances, son conseil a été mesuré mais ferme. Documente tout, Cassandra. SMS, courriel, relevé bancaire, photo. Le Wisconsin a des lois spécifiques sur l'exploitation financière des personnes à charge qui pourraient s'appliquer ici. Elle a fait une pause. Prévois-tu de les confronter aujourd'hui? La famille élargie sera présente, ai-je expliqué. Les témoins rendent le déni plus difficile. Souviens-toi juste que l'enjeu final est le bien-être d'Emma. L'approche qui lui causera le moins de traumatisme supplémentaire devrait guider tes décisions. Elle avait raison, bien sûr. Il ne s'agissait pas de vengeance, ni même de justice au sens conventionnel. Il devait s'agir de rétablissement, financier et émotionnel, pour Emma. Mon troisième appel a été pour le sergent-chef Martinez de mon unité, qui travaillait maintenant au bureau du JAG. Il a confirmé que les centres de services aux familles militaires pouvaient fournir des ressources, y compris une aide financière d'urgence si nécessaire, bien que mes économies prudentes aient rendu cela inutile. Plus important encore, il a proposé de me mettre en contact avec un défenseur des victimes spécialisé dans les cas de recouvrement financier. La dynamique du pouvoir avec les parents est compliquée, a-t-il noté. Avoir un tiers neutre peut aider à maintenir les limites pendant la résolution. En milieu de matinée, j'avais obtenu une consultation juridique, une protection financière et des ressources de soutien. Venait maintenant l'étape la plus difficile, une conversation privée avec Emma sur ce qui allait se passer ensuite. Je l'ai emmenée dans un parc voisin, loin des oreilles indiscrètes. Le terrain de jeu d'hiver était désert, nous offrant de l'intimité sur un banc surplombant l'étang gelé. Chérie, nous devons parler de quelque chose d'important, ai-je commencé. C'est à propos de l'argent que j'ai envoyé pour tes soins pendant mon déploiement. Emma s'est immédiatement tendue. Est-ce que mamie et papy ont des ennuis? Ils ont été gentils de me laisser rester. Il ne s'agit pas de gratitude ou de blâme pour le moment, ai-je dit prudemment. Il s'agit de faits. J'ai envoyé 2000 $ chaque mois, spécifiquement pour tes besoins. Vêtements, activités scolaires, peut-être quelques expériences amusantes pour rendre mon absence plus facile. Cet argent ne t'est jamais parvenu. L'expression d'Emma s'est décomposée. Ils ont dit que tu ne pouvais rien envoyer. Que s'occuper de moi pesait sur leur retraite. Ce n'était pas vrai, ai-je dit doucement. J'ai envoyé plus qu'assez pour couvrir tout ce dont tu avais besoin, et plus encore. Emma a traité cette information lentement, son esprit analytique reliant les points. La nouvelle voiture, les bijoux de maman, la rénovation de la cuisine. J'ai hoché la tête. Possiblement, oui. Son visage a rougi de colère, puis de gêne. J'ai travaillé tous les week-ends à faire du café pour des inconnus, pendant qu'ils dépensaient mon argent pour des trucs. J'ai vendu le médaillon de papa. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je pensais aider en ne demandant rien. Je pensais que nous luttions tous ensemble. Je l'ai serrée contre moi alors qu'elle sanglotait contre mon épaule. C'était la crudité que j'avais espéré éviter. Pourtant, il était nécessaire qu'elle comprenne qu'elle n'avait rien fait de mal. Tu as aidé, Emma.
Tu as montré une responsabilité et une maturité incroyables. Je suis si fier de toi pour ça. Mais tu n'aurais jamais dû sacrifier ton éducation, tes biens, ou ton temps libre limité d'enfant. Cette responsabilité était la mienne, et je l'ai confiée à des gens qui nous ont trahis toutes les deux. Quand ses larmes se sont calmées, je lui ai expliqué mon plan. Ce soir, quand tout le monde sera là, je vais aborder cela directement. Ce sera peut-être inconfortable. Es-tu d'accord avec ça, ou préférerais-tu rester chez la famille de Lily? Emma a redressé les épaules. Je veux être là. Ils m'ont menti toute l'année, maman. Je veux entendre ce qu'ils vont dire. J'ai hoché la tête, respectant son choix tout en prenant note mentalement de surveiller attentivement ses réactions. Après ce soir, nous avons des options. Nous pouvons rester ici pour Noël si tu veux voir la famille élargie, ou nous pouvons aller à l'hôtel, ou même rentrer à la base plus tôt. C'est aussi ta décision. Et pour l'argent? A-t-elle demandé. Je m'occuperai de cette partie, les jeux assurés. Ton travail est de te concentrer sur la guérison et de profiter de nos retrouvailles. Laisse-moi m'inquiéter du recouvrement financier. Emma a réfléchi à cela, puis a posé la question qui révélait sa bonté fondamentale. Est-ce que mamie et papy iront en prison? Ce n'est pas mon objectif, ai-je répondu honnêtement. Mon objectif est la responsabilisation et la réparation. Ils doivent reconnaître ce qu'ils ont fait et faire amende honorable de manière significative. S'ils ne peuvent pas le faire, alors des conséquences juridiques pourraient devenir nécessaires, mais ce serait leur choix, pas le mien. Emma a hoché la tête, semblant soulagée. Malgré tout, elle tenait à ses grands-parents. Cette compassion face à la trahison m'a rendu encore plus déterminé à gérer la situation avec une précision calculée, plutôt qu'avec une réaction émotionnelle. De retour à la maison, les préparatifs pour la soirée battaient leur plein. Ma sœur et son mari étaient arrivés tôt pour aider. Ma mère préparait des amuse-gueules élaborées dans la cuisine, me lançant périodiquement des regards nerveux. Mon père installait des chaises supplémentaires dans le salon, ses mouvements raides de tension tacite. J'ai maintenu une attitude calme et neutre tout en finalisant mon approche. La confrontation devait être directe mais contrôlée, factuelle plutôt qu'accusatrice, et axée sur la résolution plutôt que sur la punition. Plus important encore, elle devait reconnaître l'expérience d'Emma sans la mettre au centre d'une attention inconfortable. Pendant que tout le monde était occupé, je me suis glissé dans le bureau et j'ai connecté mon téléphone à l'imprimante. La documentation que j'avais recueillie formait un récit convaincant, relevés bancaires montrant les virements, photos des vêtements et fournitures scolaires inadéquats d'Emma, registre de travail du café montrant ses services du week-end, bulletin scolaire documentant son déclin académique, et déclaration de son professeur, de sa conseillère et de la mère de son ami. J'ai organisé ces documents dans 3 dossiers identiques, en ajoutant un résumé dactylographié des événements et un plan de résolution proposé. Un dossier resterait avec moi, un serait présenté à mes parents, et un serait donné à ma tante Suzanne, la sœur de mon père et la matriarche de la famille, dont l'autorité morale était respectée de tous. Alors que le soir approchait, j'ai aidé Emma à se préparer pour la réunion. Nous avions acheté une nouvelle tenue lors de notre virée shopping, et elle était magnifique et appropriée à son âge dans un pull festif et un jean qui lui allait vraiment. La simple dignité de vêtements convenables m'a serré la gorge. Prête, ai-je demandé alors que nous entendions les premiers invités arriver. Emma a serré ma main. Prête, maman. Nous avons descendu les escaliers ensemble, entrant dans la tempête imminente la tête haute. À 19h, le soir du réveillon de Noël, la maison était remplie de la famille élargie. Les sœurs de mon père, Suzanne et Hélène, étaient arrivées avec leur mari. Le frère de ma mère, Robert, et sa femme, sont venus chargés de cadeaux somptueusement emballés. Les cousins, avec leurs conjoints et leurs enfants, complétaient l'assemblée, créant une atmosphère festive teintée de la gêne qui caractérise souvent les événements familiaux des fêtes. Emma est restée près de moi, recevant des étreintes et des exclamations sur combien elle avait grandi. Ma sœur Amanda rôdait à proximité, son sourire figé, mais ses yeux vigilants. Mes parents jouaient les hôtes parfaits, mon père préparant des boissons tandis que ma mère arrangeait des plateaux de nourriture, tous deux maintenant soigneusement l'apparence d'un Noël familial normal. Tante Suzanne m'a prise à part au début de la soirée. Tu as l'air fatiguée, Cassandra. Ce déploiement a dû être rude. Le déploiement a été difficile, ai-je reconnu. Mais ce que j'ai trouvé en rentrant à la maison a été tout aussi éprouvant. Quelque chose dans mon ton l'a fait m'étudier de plus près. Est-ce que tout va bien avec Emma? A-t-elle demandé avec perspicacité.
Nous en discuterons pendant le dîner, ai-je répondu. J'apprécierai ton attention lorsque nous le ferons. Ma tante, qui ne manquait jamais les subtilités, a hoché lentement la tête. Tu sais que je suis toujours de ton côté. Le dîner a été servi sous forme de buffet à 20h, chacun trouvant une place autour de la table à manger rallongée et des tables de jeu adjacentes installées pour l'occasion. Je me suis stratégiquement positionné à la table principale avec Emma à côté de moi, directement en face de mes parents. Tante Suzanne s'est assise à ma droite, complétant les lignes de mire cruciales pour ce qui allait suivre. La conversation tournait autour de sujets familiaux typiques, le nouveau travail du cousin Jem, le remplacement du genou de l'oncle Robert, les réussites scolaires des enfants. J'ai participé au minimum, attendant l'accalmie naturelle qui viendrait après que tout le monde ait été servi et installé. Quand ce moment est arrivé, j'ai doucement tapoté mon verre d'eau avec une cuillère. Les conversations se sont progressivement tues alors que l'attention se tournait vers moi. Je veux remercier tout le monde d'être venu ce soir, ai-je commencé, ma voix stable. Être à la maison pour Noël après 9 mois de déploiement est un cadeau que je ne tiens pas pour acquis. Avoir Emma de retour dans mes bras est tout ce dont j'ai rêvé pendant les jours difficiles à l'étranger. Des murmures d'appréciation et des commentaires de soutien ont parcouru la table. Pendant mon absence, ai-je continué, j'ai pris des dispositions pour m'assurer qu'Emma serait bien prise en charge. Cela incluait l'envoi de $2000 à la maison chaque mois, spécifiquement pour ses besoins. J'ai fait une pause, regardant les expressions de mes parents passer de sourires sociaux à des masques figés. Cela a totalisé $18 000 sur 9 mois. La main de ma mère tremblait légèrement alors qu'elle attrapait son verre de vin. Mon père fixait son assiette. Hier, j'ai découvert qu'Emma n'a jamais bénéficié de ces fonds. En fait, on lui a dit que je ne pouvais pas me permettre d'envoyer de l'argent, et que sa présence était un fardeau financier. Un silence choqué s'est abattu sur la table. Emma a baissé les yeux sur ses genoux, mal à l'aise avec l'attention mais résolue dans sa digne quiétude. Pendant qu'Emma travaillait les week-ends dans un café local pour payer ses fournitures scolaires et vendait ses biens personnels pour se permettre des sorties scolaires, ces fonds ont été détournés pour des rénovations domiciliaires, un nouveau véhicule, des articles de luxe et la planification de vacances. Ma sœur Amanda est intervenue, sa voix artificiellement enjouée. Je suis sûr qu'il y a un malentendu sur les dépenses liées à l'éducation d'une adolescente. Peut-être devrions-nous en discuter en privé après le dîner. Il n'y a aucun malentendu, ai-je répondu calmement, en faisant glisser les dossiers dessous ma chaise. Ceux-ci contiennent une documentation complète, virement bancaire, registre de travail d'Emma, déclaration de responsable scolaire, et témoignages de membres de la communauté qui l'ont vu se passer du nécessaire. J'ai placé un dossier devant mes parents et j'ai tendu l'autre à tante Suzanne, dont l'expression s'était durcie pour ressembler à celle de son frère lorsqu'il était particulièrement déçu. Emma a maintenu une moyenne de 3,2, tout en travaillant les week-ends, n'a reçu aucune allocation, a manqué des rendez-vous médicaux, et s'est vu refuser la participation à des activités scolaires en raison de prétendues contraintes financières. Ma voix est restée mesurée malgré la colère qui brûlait sous mes mots. Pendant ce temps, les $18 000 qui auraient dû lui assurer une vie confortable ont plutôt meublé cette maison et financé des luxes que je découvre encore. Mon père a finalement parlé, sa voix défensive. Attends une minute. As-tu la moindre idée de ce que ça coûte d'élever un enfant de nos jours? La nourriture, les charges, le transport. Je le sais, ai-je interrompu. Je l'élève seul depuis 5 ans. $2000 par mois ont été calculés pour couvrir toutes les dépenses raisonnables, plusieurs fois. Nous n'avons jamais accepté de rendre des comptes pour chaque centime, a dit ma mère, tentant l'indignation. Nous avons fourni un foyer, une supervision et de l'amour. L'amour n'envoie pas une fille de 14 ans travailler à 5h30 du matin pendant que ses gardiens font la grasse matinée, ai-je rétorqué. L'amour ne force pas un enfant à vendre le médaillon de son père pour acheter une calculatrice pour l'école. Emma a tressailli à cette révélation, et plusieurs parents ont visiblement halté. Mon oncle Robert, toujours le pacificateur de la famille, a tenté d'intervenir. Il y a sûrement eu des malentendus des deux côtés. Peut-être qu'il n'y a eu aucun malentendu, a dit Emma soudainement, sa voix petite mais déterminée. Mamie m'a spécifiquement dit que maman ne pouvait pas se permettre d'envoyer de l'argent à cause des dépenses de déploiement. Quand j'ai eu besoin de $65 pour la sortie au musée des sciences, elle a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre, alors j'ai vendu mon iPad. J'ai travaillé tous les week-ends pendant des mois pour ne pas être un fardeau. L'honnêteté brute de sa déclaration a fait taire toute tentative de déviation. Le visage de ma mère s'est effondré. De honte ou d'avoir été prise,
je ne saurais le dire. Mon père a essayé une approche différente. Nous avons peut-être mal géré certains aspects de l'arrangement, mais nous avons fourni un foyer sûr. La garde d'enfants a aussi une valeur, tu sais. Si vous estimiez mériter une compensation pour votre temps, vous auriez dû le dire, ai-je répondu. Je l'aurais volontiers fourni séparément. Au lieu de cela, vous avez choisi de mentir à Emma sur mon soutien financier, tout en utilisant des fonds destinés à ses soins pour des luxes personnels. Tante Suzanne, qui avait silencieusement examiné la documentation, a levé les yeux avec une fureur froide. Une croisière dans les Caraïbes, Thomas? Pendant que ta petite fille travaillait comme barista et portait des bottes rafistolées au ruban adhésif? Mon père a eu la décence d'avoir l'air honteux, mais ma mère a tenté une dernière déviation. Nous avions prévu de le rembourser. Nous avons eu des dépenses imprévues cette année. Quelles dépenses justifiaient de prendre à un enfant dont vous aviez la garde, ai-je demandé. La rénovation de la cuisine, les bijoux, le nouveau mobilier de patio? Comme aucune réponse ne venait, je suis passé à la phase suivante de mon approche planifiée. Je ne suis pas intéressé par l'humiliation publique ou la division familiale. Je suis intéressé par la responsabilisation et par le fait de réparer cela pour Emma. Voici mes conditions, une comptabilité complète et le remboursement des fonds, des excuses directes à Emma reconnaissant le préjudice spécifique causé, et un accord écrit concernant tout arrangement futur de nature financière ou de tutelle. Ou quoi, a demandé mon père, une pointe de son ancienne autorité se glissant dans sa voix. Ou, je déposerai des accusations formelles d'exploitation financière d'une mineure à charge, ai-je déclaré calmement. Mon conseiller juridique militaire a déjà exposé les conséquences potentielles, tant pénales que civiles. Ma sœur, qui avait été inhabituellement silencieuse, a soudainement retrouvé sa voix. Tu poursuivrais tes propres parents après qu'ils ont accueilli Emma quand tu as choisi de partir en déploiement? Je n'ai pas choisi le déploiement, Amanda. J'ai reçu des ordres, que j'ai suivis tout en faisant confiance à ma famille pour honorer leurs engagements envers mon enfant. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Et oui, je poursuivrai des recours légaux si nécessaire, tout comme je le ferai pour toute autre forme de négligence ou d'exploitation d'enfants. Je ne savais rien de tout ça, a-t-elle insisté faiblement. Ton nouveau bracelet suggère le contraire, ai-je observé. Tout comme ta présence lors des conversations sur le fait de s'en tenir à la même histoire concernant l'argent manquant. La famille élargie était assise dans un silence stupéfait. La femme de l'oncle Robert pleurait ouvertement. Tante Suzanne s'était déplacée pour s'asseoir à côté d'Emma, son bras protecteur autour des épaules de ma fille. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » a demandé ma mère, sa voix faible. « Ce soir, rien de plus. C'est le réveillon de Noël, et je ne volerai pas à la famille leur célébration. Emma et moi participerons comme prévu. » J'ai regardé autour de la table. Mais le 26 décembre, je m'attends à commencer un processus de résolution structuré. Le choix que cela se fasse en privé ou par des voies légales vous appartient. Comme si c'était un signal, la sonnette a retenti. Le timing était une coïncidence, mais l'interruption a servi de ponctuation parfaite à ma déclaration. Mon père s'est levé automatiquement pour répondre. Il est revenu quelques instants plus tard avec une expression surprise, tenant une enveloppe recommandée. « C'est pour toi » a-t-il dit, en me la tendant. J'ai reconnu l'adresse de retour du bureau d'assistance juridique de la base. Les documents que j'avais demandés plus tôt, des modèles formels d'accords de restitution et de responsabilité financière, étaient arrivés avec un timing dramatique parfait. En prenant l'enveloppe, j'ai simplement dit « merci ». Ceux-ci nous aideront à avancer de manière constructive. Le reste du dîner s'est déroulé par vagues inconfortables de conversations forcées et de silences gênés. Les membres de la famille élargie ont traité la révélation de diverses manières. Certains offrant à Emma de discrets mots de soutien, d'autres tentant de négocier une réconciliation immédiate, quelques-uns observant simplement avec la fascination réservée aux témoignages des implosions familiales privées. À travers tout cela, Emma a maintenu un calme remarquable, acceptant le réconfort sans chercher la pitié, répondant aux questions honnêtement mais sans élaboration. Je n'avais jamais été aussi fier de sa force et de sa grâce sous pression. Plus tard dans la nuit, alors que les invités partaient avec des vœux de fête discrets, tante Suzanne m'a prise à part. « Je veillerai à ce qu'ils réparent ça », a-t-elle promis. « Ce qu'ils ont fait est inadmissible. »« Merci », ai-je répondu sincèrement. Mon objectif est la résolution, pas la destruction. Emma les aime toujours, malgré tout. « Tu es une meilleure personne que je ne le serais à ta place », a-t-elle observé. « Pas meilleure,
ai-je corrigé. Juste concentré sur ce qui compte le plus. Emma a plus besoin de guérison que moi de vengeance. Alors que nous nous préparions pour le lit cette nuit-là, Emma a posé la question qui la préoccupait clairement. Serons-nous un jour de nouveau une famille normale? J'ai soigneusement réfléchi à ma réponse. Nous serons une famille différente, une famille construite sur la vérité et la responsabilité, plutôt que sur des mensonges confortables. Que tes grands-parents puissent en faire partie dépend de leur choix maintenant. Emma a hoché la tête, pensive. Je suis contente que tu sois rentrée quand tu l'as fait, maman. Moi aussi, ma chérie, ai-je murmuré, la serrant fort contre moi. Moi aussi. Le coup à la porte le 26 décembre est arrivé précisément à 10 heures du matin. Mes parents, qui avaient maintenu une distance prudente pendant les célébrations du jour de Noël, ont échangé des regards inquiets. Ma sœur Amanda et son mari étaient arrivés quelques minutes plus tôt, complétant le cercle des personnes directement impliquées dans la situation. Emma était assise à côté de moi sur le canapé, sa posture reflétant la confiance que nos conversations honnêtes avaient commencé à reconstruire. Tante Suzanne avait insisté pour être présente en tant que témoin familial neutre, se positionnant, littéralement et métaphoriquement, entre les côtés opposés du salon. Mon père a ouvert la porte pour révéler M. Harrington, l'avocat du bureau d'assistance juridique de la base, qui avait accepté de faciliter notre discussion. Sa présence a immédiatement établi le sérieux de la procédure, sans escalader vers une formalité de tribunal. Merci à tous d'avoir accepté cette médiation, a commencé M. Harrington après les présentations. Mon rôle aujourd'hui est d'aider à structurer une conversation qui aborde les divergences financières survenues pendant le déploiement de Cassandra, et d'établir un cadre pour la résolution. La description clinique de ce qui s'était passé comme des divergences financières, plutôt que du vol ou de l'exploitation a donné un ton de résolution de problèmes plutôt que de punition. C'était une partie délibérée de la stratégie dont nous avions discuté pour maximiser les chances d'une restitution réelle plutôt que d'une obstruction défensive. Pendant les 3 heures suivantes, nous nous sommes engagés dans un processus méthodique de responsabilisation. Mes parents, confrontés à la documentation complète que j'avais rassemblée et au conseil doux mais ferme de M. Harrington, ont progressivement abandonné leur posture défensive. Mon père, toujours plus direct que ma mère, a été le premier à reconnaître la pleine réalité de leurs actions. Nous avons bien détourné les fonds, a-t-il admis finalement. Ça a commencé modestement, en utilisant une partie du premier paiement pour réparer le lave-vaisselle. Puis il est devenu plus facile de justifier l'utilisation de plus pour d'autres améliorations de la maison, en nous disant que cela profitait indirectement à Emma. Au 3e mois, nous traitions l'argent comme un revenu général. Ma mère, en larmes mais luttant toujours avec une admission complète, a ajouté « Nous nous sommes convaincus que nous le méritions pour l'avoir accueilli. Que la garde d'enfants valait une compensation. » Elle a regardé Emma avec un remords sincère. « Mais nous n'aurions jamais dû te dire que ta mère n'envoyait rien. C'était cruel et manipulateur. » Étape par étape, M. Harrington nous a guidés à travers une comptabilité complète des fonds détournés. Le total, y compris la croisière prévue qui avait été entièrement payée, dépassait les 18 000 $ que j'avais envoyés. Mes parents avaient littéralement dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas encore reçu, anticipant les futurs virements. Le plan de résolution a pris forme avec une coopération surprenante une fois la pleine reconnaissance actée. Mes parents ont accepté un échéancier de remboursement structuré, commençant par l'annulation et le remboursement immédiat de la croisière. Ils vendraient la nouvelle voiture de mon père et retourneraient à leur véhicule précédent. Les récents achats de bijoux de ma mère seraient retournés ou vendus. Pour les fonds qui ne pouvaient pas être immédiatement récupérés, ils se sont engagés à des paiements mensuels de 1 000 $ jusqu'à ce que la dette soit entièrement remboursée. M. Harrington a formalisé cela dans un accord juridiquement contraignant qui incluait des conséquences en cas de non-respect. L'élément le plus important de mon point de vue était les excuses directes à Emma. M. Harrington a sagement suggéré que cela se produise sans public. Mes parents ont donc parlé en privé avec Emma pendant que le reste d'entre nous sortait sur le porche. Quand ils sont ressortis 20 minutes plus tard, les yeux d'Emma étaient rouges, mais son expression était paisible. Ce qui avait été dit avait commencé le processus de guérison. Je crois que nous avons une résolution réalisable, a conclu M. Harrington, en recueillant les signatures sur plusieurs copies de l'accord. Cela assure la responsabilité tout en préservant les relations familiales, ce qui, si je comprends bien, est l'objectif principal. Alors qu'il se préparait à partir, mon père a posé la question qui le préoccupait clairement. Auriez-vous pu engager des poursuites pénales pour cela?
Monsieur Harrington a hoché la tête solennellement. L'exploitation financière d'une personne à charge est prise très au sérieux, en particulier lorsque le tuteur se voit confier des fonds pour les soins de cette personne. La tromperie documentée et les difficultés qui en ont résulté pour la mineure auraient constitué un dossier convaincant. La gravité de ce qu'ils avaient évité de justesse s'est visiblement installée sur les épaules de mes parents. Ma mère a murmuré, « Merci de ne pas avoir pris cette voie. » Il ne s'est jamais agi de punition, ai-je répondu calmement. Il s'agissait de réparer les choses pour Emma. Dans les semaines qui ont suivi, notre nouvelle réalité a pris forme. Emma et moi sommes restés en ville jusqu'au Nouvel An, séjournant à l'hôtel plutôt que chez mes parents. Cette séparation physique a fourni un espace émotionnel pour que chacun puisse digérer ce qui s'était passé, tout en maintenant le lien familial qu'Emma voulait encore. La restitution financière a commencé immédiatement. Mes parents ont vendu la nouvelle voiture en quelques jours, appliquant le produit de la vente au solde restant. Ma mère a retourné les vêtements non portés et les articles ménagers non utilisés. Mon père a accepté des missions de conseil pour compléter le revenu de retraite, permettant les paiements mensuels. Les besoins physiques d'Emma étaient plus faciles à satisfaire que ses besoins émotionnels. Nous avons remplacé son téléphone obsolète et ses vêtements usés. J'ai insisté pour racheter le médaillon de son père au prêteur sur gage, en payant bien au-dessus de la valeur du marché pour compenser la perte sentimentale. Son iPad a été remplacé, ainsi que les livres qu'elle avait vendus. La guérison plus profonde a nécessité un accompagnement professionnel. Lorsque nous sommes retournés à la base en janvier, Emma a commencé à travailler avec un thérapeute spécialisé dans les problèmes de confiance et les dynamiques familiales. D'abord réticente, elle a progressivement embrassé le processus de compréhension et de gestion de ses sentiments d'abandon et de trahison. Ma sœur Amanda m'a contacté en février avec ses propres excuses. J'aurais dû remettre en question ce qui se passait, a-t-elle admis lors d'un appel vidéo. J'ai vu les signes, mais j'ai choisi de détourner le regard parce que c'était plus facile. As-tu aussi bénéficié de l'argent, ai-je demandé directement. Son hésitation a répondu avant ces mots. Le bracelet était un cadeau de maman. Je ne savais pas spécifiquement d'où venait l'argent, mais j'aurais dû me demander comment ils pouvaient se le permettre alors qu'ils étaient censés avoir des difficultés avec les dépenses d'Emma. Notre relation est restée tendue mais civile, avec un potentiel d'amélioration grâce à une honnêteté continue. En avril, les résultats scolaires d'Emma étaient revenus à leur excellence antérieure. Libérée du fardeau du travail le week-end et du stress financier, elle a rejoint l'équipe de football et a noué de nouvelles amitiés. La résilience de la jeunesse, combinée à un soutien approprié, a permis sa guérison plus rapidement que je n'avais osé l'espérer. Mes parents ont maintenu leur calendrier de remboursement avec une conformité parfaite. Au bout de 6 mois, ils avaient remboursé près de 12 000 $ par divers moyens. Plus important encore, ils ont respecté les limites que nous avions établies, ne faisant jamais pression pour avoir plus d'accès à Emma qu'elle n'était à l'aise de donner. Lorsque mon affectation actuelle a pris fin en juin, j'ai demandé un transfert vers une unité sans rotation de déploiement. Cela a nécessité de refuser une opportunité de promotion, mais la stabilité d'Emma primait sur l'avancement de carrière. Nous avons déménagé dans une petite maison près de la nouvelle base, établissant notre propre foyer après des années d'arrangement temporaire. Le thérapeute d'Emma a suggéré des visites soigneusement structurées avec mes parents dans le cadre du processus de guérison. La première, une excursion d'une journée dans un lieu neutre, a été maladroite mais productive. Mon père, toujours plus à l'aise avec l'action qu'avec les mots, avait préparé une boîte à bijoux faite à la main pour contenir le médaillon retrouvé. Ma mère avait compilé un album de photos d'enfance d'Emma, reconnaissant l'importance de préserver les liens avec son passé. À la fin de l'été, nous avions établi une nouvelle normalité. Emma passait ses week-ends avec des amis plutôt qu'à travailler. Elle a commencé le lycée avec confiance et des limites claires. Mes parents ont continué leur réparation par des paiements constants et des interactions respectueuses. Ma sœur et moi avons maintenu une communication limitée mais en amélioration. La trahison fera toujours partie de notre histoire familiale, mais elle ne définira pas notre avenir. Les leçons douloureuses sur la responsabilité, le pardon et la confiance conditionnelle nous avaient tous transformés. La semaine dernière, Emma a demandé si ses grands-parents pouvaient venir pour Thanksgiving. Pas pour rester avec nous, a-t-elle précisé, mais peut-être dîner ensemble. Je pense que je suis prête pour ça. Sa capacité à un pardon mesuré m'a humilié. Si tu es prête, alors oui, ai-je accepté. La famille est compliquée, mais c'est toujours la famille. Alors que je réfléchis à notre parcours, depuis ce moment choquant de
quel argent, jusqu'à la reconstruction prudente d'aujourd'hui, je me souviens que la confiance, une fois brisée, ne peut jamais être parfaitement restaurée. Mais quelque chose de nouveau, et potentiellement de plus fort, peut grandir à sa place. Une relation fondée sur la responsabilité, des limites claires, et une confiance gagnée plutôt que présumée. Si vous avez connu une trahison familiale ou une exploitation financière, sachez que la guérison est possible. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour guérir. La responsabilité n'est pas la vengeance, c'est le fondement de toute relation saine. Et protéger ceux que nous aimons signifie parfois faire des choix difficiles que les autres peuvent ne pas comprendre. Avez-vous déjà eu à reconstruire la confiance avec des membres de votre famille? Quelles limites avez-vous dû établir? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez vous abonner pour entendre d'autres parcours de résilience et de rétablissement. Merci de votre écoute, et souvenez-vous, même les blessures les plus profondes peuvent guérir avec des soins appropriés et du temps.